Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses que vous ne pouvez pas avoir semblent plus précieuses? L'emploi qui vous a rejeté, la personne qui ne répond pas à vos messages, l'article en édition limitée qui est épuisé. Nous sommes étrangement attirés par ce que nous ne pouvons pas posséder. Ce n'est pas simplement une bizarrerie de la nature humaine, c'est un principe psychologique profond qui a façonné l'œuvre de Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire. Jung a compris quelque chose de crucial à propos de l'esprit humain que la plupart des gens négligent. Ce qui reste caché exerce souvent le plus grand pouvoir sur nous. Et ce principe n'explique pas seulement nos habitudes d'achat ou nos frustrations amoureuses. Il révèle des vérités fondamentales sur la conscience, la croissance personnelle et notre façon d'expérimenter le sens dans nos vies. Ce que Jung a découvert sur l'indisponibilité change complètement notre façon de nous comprendre. Et le plus étrange, presque personne ne parle de cet aspect de son travail. Explorons pourquoi ce qui nous est inaccessible exerce un tel pouvoir et comment cette vérité cachée pourrait être la clé pour libérer notre plein potentiel. La psychologie de ceux que nous ne pouvons pas avoir. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment désiré quelque chose que vous ne pouviez pas avoir. Peut-être était-ce une relation, une opportunité professionnelle, ou même simplement un produit épuisé. Vous souvenez-vous de ce sentiment intense de désir? Ce n'est pas aléatoire, c'est ancré dans notre psychologie. Jung a observé que les humains attribuent naturellement une plus grande valeur à ce qui est rare ou inatteignable. Mais il est allé plus loin que la plupart dans la compréhension du pourquoi. Quand quelque chose reste juste hors de notre portée, cela crée une tension psychologique, un écart entre là où nous sommes et ce que nous voulons. Cette tension n'est pas seulement inconfortable, elle est énergisante. Elle force notre esprit à s'engager plus pleinement avec ce que nous poursuivons. Jung a écrit dans ses journaux personnels à propos de l'observation des enfants qui jouent. Il a remarqué qu'ils se lassaient rapidement des jouets qui étaient pleinement accessibles, mais restaient fascinés par ceux qui recelaient un certain mystère ou défi. Le jouet partiellement caché, la boîte à énigmes qui ne s'ouvrait pas facilement, ces objets captivaient leur attention pendant des heures. Cette observation l'a mené à une perspective profonde. La conscience elle-même est activée par ce qu'elle ne peut pas saisir pleinement. Réfléchissez-y. Quand tout est complètement disponible et compris, votre esprit fonctionne en pilote automatique. Mais introduisez quelque chose qui est partiellement caché ou indisponible, et soudain, votre esprit s'éveille. Votre attention se concentre. Votre curiosité s'enflamme. Il ne s'agit pas simplement de psychologie du consommateur ou d'astuces marketing. Jung y voyait un principe fondamental du fonctionnement de la conscience. Nos esprits ont évolué pour chercher, résoudre, poursuivre, pas pour posséder et être satisfait. L'ombre de l'indisponibilité. Mais la compréhension de Jung allait encore plus loin. Il a reconnu que la forme la plus puissante d'indisponibilité existe en nous-mêmes. Jung a développé le concept de l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, niées ou simplement jamais reconnues. Ces aspects de notre personnalité restent inaccessibles à notre esprit conscient, et précisément à cause de cette indisponibilité, ils exercent une énorme influence sur nous. Les traits et les impulsions que nous refusons de reconnaître ne disparaissent pas. Ils passent sous terre, façonnant notre comportement de manière que nous ne reconnaissons pas. La colère que nous nions peut émerger sous forme d'agression passive.
La vulnérabilité que nous cachons peut se manifester comme une critique des autres. Ce qui est indisponible à notre conscience ne perd pas de pouvoir, il en gagne. C'est pourquoi Jung insistait sur le fait que confronter notre ombre, rendre disponible l'indisponible, est essentiel pour la croissance psychologique. Mais voici le paradoxe. Une fois que nous intégrons ces aspects cachés, ils se transforment. Ils ne conservent plus le même pouvoir magnétique sur nous. Jung a écrit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » C'est peut-être sa perception la plus profonde sur l'indisponibilité. Ce qui reste caché nous contrôle. Ce que nous mettons en lumière, nous pouvons enfin le comprendre et l'intégrer. L'inconscient collectif, l'indisponibilité ultime. La théorie de Jung s'étendait au-delà de la psychologie individuelle vers ce qu'il appelait l'inconscient collectif, un réservoir partagé d'expériences et de modèles archétypaux hérités de nos ancêtres. Ce vaste domaine reste largement inaccessible à notre conscience quotidienne. Pourtant, Jung croyait qu'il façonne nos rêves, nos mythes, nos expériences religieuses et nos intuitions les plus profondes. L'inconscient collectif représente la forme ultime d'indisponibilité, un domaine psychologique que nous pouvons entrevoir mais jamais posséder ou comprendre pleinement. Et fidèle au principe d'indisponibilité, il exerce une énorme influence précisément parce qu'il reste partiellement caché. Jung a passé des décennies à documenter comment ces modèles archétypaux émergent à travers les cultures et tout au long de l'histoire. Il a découvert que lorsque les gens rencontrèrent des symboles ou des récits qui les reliaient à cette dimension collective, ils faisaient souvent l'expérience d'un sens profond et d'une transformation. Le pouvoir des symboles religieux, par exemple, ne vient pas de leur cohérence logique, mais de leur capacité à nous connecter à quelque chose qui transcende notre conscience individuelle, quelque chose d'inaccessible à la compréhension ordinaire, mais accessible par le symbole et le rituel. L'anima et l'animus, aspect de genre indisponible. L'une des applications les plus fascinantes de l'indisponibilité, selon Jung, était son concept d'anima et d'animus, l'aspect féminin inconscient chez les hommes et l'aspect masculin chez les femmes. Jung a observé que ces éléments contrasexuels de notre psyché restent souvent inaccessibles à notre identité consciente. Un homme peut réprimer ses qualités plus nourricières et émotionnellement sensibles, son anima, tandis qu'une femme peut se distancer de ses aspects assertifs et logiques, son animus. Parce que ces qualités restent indisponibles, non intégrées dans notre personnalité consciente, elles exercent un pouvoir énorme sur nos relations et nos choix de vie. L'homme recherche inconsciemment son anima dans ses relations avec les femmes, projetant souvent ses propres qualités féminines non reconnues sur ses partenaires. La femme projette de manière similaire son animus sur les hommes. Ces projections créent des relations chargées de fascination et de conflit. Nous sommes attirés par des personnes qui incarnent nos propres qualités indisponibles. Mais cette attraction mène souvent à la déception, lorsque nous découvrons que ces personnes ne sont pas, en fait, des porteurs parfaits de nos projections. Jung voyait l'intégration de ces éléments contrasexuels comme essentielle pour la plénitude psychologique. En rendant disponible l'indisponible, en reconnaissant et en développant ces aspects refoulés de nous-mêmes, nous devenons plus complets et moins enclins aux projections malsaines dans les relations. Synchronicité, coïncidence significative. Le concept peut-être le plus mystérieux de Jung était la synchronicité.
des coïncidences significatives qui ne peuvent pas être expliquées par la cause et l'effet, mais semblent relier notre état psychologique intérieur avec des événements extérieurs. Jung a documenté de nombreux cas où des patients décrivaient un rêve ou une pensée importante, pour ensuite voir cela reflété par un événement externe inattendu, comme rêver d'un scarabée et voir ensuite un rare scarabée doré voler par la fenêtre pendant la séance de thérapie. Un cas célèbre de la pratique de Jung. La synchronicité représente une autre forme d'indisponibilité, des événements qui sont significatifs mais pas entièrement accessibles à l'explication rationnelle. Jung croyait que ces moments se produisent lorsque nous accédons brièvement à des couches plus profondes de la réalité habituellement inaccessible à la conscience. Ces expériences ont tendance à se produire à des moments cruciaux de nos vies, lorsque nous sommes à des carrefours psychologiques ou que nous subissons une transformation significative. C'est comme si la connexion normalement indisponible entre la psyché et la matière devenait brièvement visible, créant un profond sentiment de sens et de but. Jung a noté que les personnes qui insistent rigidement sur des explications rationnelles pour tout ont tendance à expérimenter moins de synchronicité, ou du moins à les remarquer moins. Leur posture psychologique les rend indisponibles à cette dimension de l'expérience. Ceux qui restent ouverts au mystère rapportent souvent plus d'incidents de ce type. L'indisponibilité de la connaissance complète de soi. L'une des observations les plus humbles de Jung était que la connaissance complète de soi reste indisponible pour nous. Peu importe la quantité de travail intérieur que nous faisons, des parties de notre psyché resteront toujours dans l'ombre. Ce n'est pas un échec, c'est la nature de la conscience elle-même. Notre conscience est limitée, partielle, concentrée sur ce qui est pertinent pour notre situation actuelle. Une transparence complète de soi nous submergerait et rendrait impossible un fonctionnement normal. Jung a écrit que le soi n'est pas seulement le centre, mais aussi toute la circonférence qui embrasse à la fois le conscient et l'inconscient. Il est le centre de cette totalité, tout comme l'ego est le centre de la conscience. En d'autres termes, notre identité complète dépasse toujours ce que nous pouvons saisir consciemment. Cette indisponibilité de la connaissance complète de soi n'est pas quelque chose à surmonter, c'est quelque chose à respecter. Elle nous garde humbles et curieux à propos de nous-mêmes. Elle empêche l'inflation qui vient avec l'idée que nous avons tout compris. Jung croyait que reconnaître cette limitation nous ouvre en réalité à une plus grande sagesse. Lorsque nous reconnaissons ce qui reste inaccessible à notre compréhension, nous développons une relation plus appropriée avec le mystère de notre propre existence. Application pratique. Travailler avec l'indisponibilité. Alors, comment pouvons-nous appliquer les idées de Jung sur l'indisponibilité dans notre vie quotidienne? Premièrement, nous pouvons devenir plus conscients de ce qui capture notre attention et notre énergie. Lorsque vous vous trouvez obsédé par quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, que ce soit une personne, une possession ou une opportunité, demandez-vous ce que cela représente psychologiquement. Quelle partie indisponible de vous-même cela pourrait-il symboliser? Deuxièmement, nous pouvons aborder notre propre indisponibilité intérieure avec curiosité plutôt qu'avec peur. Lorsque vous remarquez des schémas de comportement qui semblent irrationnels ou autodestructeurs, considérez quels aspects de l'ombre pourraient opérer sous la surface de la conscience. Écrivez sur ces schémas, parlez avec un ami de confiance ou travaillez avec un thérapeute pour les amener à la conscience. Troisièmement,
nous pouvons créer des formes saines d'indisponibilité dans nos vies. Tout comme l'espace vide dans une peinture donne du sens aux zones peintes, les périodes de retrait, de réflexion et de silence créent un espace pour qu'un sens plus profond émerge. Jung lui-même a construit une retraite privée à Bollingen, où il pouvait se déconnecter de sa vie professionnelle et se reconnecter avec des aspects plus primordiaux de lui-même. Enfin, nous pouvons développer une relation plus sophistiquée avec le désir lui-même. Au lieu d'essayer immédiatement de satisfaire chaque envie, nous pouvons rester avec l'énergie du désir, en remarquant comment elle active notre conscience et notre créativité. Parfois, la poursuite est plus précieuse que la possession. Le paradoxe de l'intégration. C'est ici que les idées de Jung deviennent vraiment fascinantes. Lorsque nous intégrons avec succès des aspects précédemment indisponibles de nous-mêmes, lorsque nous rendons l'inconscient conscient, quelque chose d'inattendu se produit. Ces éléments perdent leur pouvoir écrasant sur nous. Mais ils ne disparaissent pas. Au lieu de cela, ils se transforment de compulsion en choix, d'impulsion inconsciente en capacité consciente. La colère qui éclatait autrefois de manière incontrôlable devient une assertivité que nous pouvons choisir d'exprimer de manière appropriée. La vulnérabilité que nous cachions autrefois devient une force que nous pouvons partager intentionnellement. Jung a appelé ce processus individuation, devenir plus pleinement qui nous sommes en intégrant les aspects précédemment indisponibles de notre personnalité. Mais voici le paradoxe. L'intégration complète reste indisponible pour nous. Il y aura toujours plus à découvrir, plus à intégrer. Et ce n'est pas un échec, c'est ce qui maintient la vie dynamique et significative. Jung a écrit dans ces dernières années « Le sens de mon existence est que la vie m'a adressé une question. Ou, inversement, je suis moi-même une question qui est adressée au monde, et je dois communiquer ma réponse, car sinon je dépends de la réponse du monde. Cette question, qui suis-je vraiment ? Ne peut jamais être complètement répondue parce que le soi est toujours partiellement indisponible à la conscience. Et cette indisponibilité n'est pas quelque chose à surmonter, c'est la source du mystère et du sens continu de la vie. Au-delà de Jung, application moderne. Les idées de Jung sur l'indisponibilité ont influencé des domaines bien au-delà de la psychologie. Les experts en marketing savent que les éditions limitées et les offres exclusives déclenchent notre réponse à l'indisponibilité. Les plateformes de médias sociaux conçoivent un renforcement intermittent dans leur système de notification, sachant que ce qui est occasionnellement indisponible retient mieux notre attention que ce qui est constamment présent. Dans les relations, les thérapeutes reconnaissent maintenant comment la danse poursuite-distance reflète souvent notre relation compliquée avec la disponibilité. Lorsque quelqu'un devient entièrement disponible pour nous, notre intérêt diminue parfois, non pas parce que nous sommes superficiels, mais parce que la tension psychologique qui énergisait la connexion se dissipe. Même les traditions spirituelles ont longtemps compris le pouvoir de l'indisponibilité. Les mystiques parlent du nuage de l'inconnaissance et de la nuit obscure de l'âme. Des périodes où l'expérience spirituelle, directe, devient indisponible, forçant une reddition et une transformation plus profonde. Le génie de Jung a été de relier ces diverses manifestations à un principe psychologique fondamental. La conscience elle-même est activée et énergisée par ce qu'elle ne peut pas pleinement posséder ou comprendre. Le paradoxe final. En conclusion, considérons un dernier paradoxe concernant l'indisponibilité. En parler la change.
En portant attention à la façon dont l'indisponibilité fonctionne dans nos vies, nous avons déjà modifié notre relation avec elle. Ce qui était inconscient commence à devenir conscient. Vous pourriez remarquer dans les jours à venir comment l'indisponibilité opère dans vos désirs, vos relations et votre vie intérieure. Vous pourriez vous surprendre à être captivé par ce que vous ne pouvez pas tout à fait atteindre ou comprendre. Et dans ce moment de reconnaissance, quelque chose change. Vous n'êtes plus complètement sous le charme. Cela ne signifie pas que le pouvoir de l'indisponibilité disparaît de votre vie. Plutôt, il se transforme d'une force cachée qui vous contrôle en une dynamique avec laquelle vous pouvez travailler consciemment. Et c'est peut-être l'idée la plus précieuse que Jung nous offre. Non pas que nous puissions surmonter le pouvoir de ce qui reste indisponible, mais qu'en le reconnaissant, nous entrons dans une relation plus consciente avec le mystère de notre propre existence. Quels aspects de vous-même restent indisponibles à votre conscience? Que pourrait-il se passer si vous vous tourniez vers ces dimensions inconnues plutôt que de vous en détourner? Le voyage pour rendre l'inconscient conscient ne se termine jamais, et c'est exactement ce qui le rend précieux.